On peut soit vous donner l'information dans un exercice, directement vous donner la taille du logiciel, soit vous allez l'estimer par la méthode des points fonctions. Et vous avez besoin d'une deuxième formation, le type d'un logiciel. Quand on dit le type du logiciel, ici, ça signifie quoi? Ça signifie la nature du projet, du développement de ce logiciel-là. Donc, pour le type du logiciel, vous avez 3 modes. Donc, vous avez le mode organique, je vais expliquer ce que c'est. Vous avez le mode semi-détaché. Et enfin, vous avez le mode intégré ou appelé parfois embarqué. D'accord? Donc, je répète, pour faire l'estimation avec le modèle COCOMO. Donc, vous avez 3 modes, 3 formes. Vous avez le COCOMO de base, simplifié, intermédiaire et détaillé. Mais le COCOMO simplifié, c'est le plus important. C'est pour ça qu'on l'appelle le COCOMO de base. Pourquoi? Parce qu'il va me permettre de faire le COCOMO intermédiaire et le COCOMO détaillé. Okay. D'accord? Le COCOMO de base, donc on a dit, il utilise 2 éléments. Premièrement, c'est la taille. Et deuxièmement, c'est le type du projet logiciel. Et dans le type du projet logiciel, vous avez 3 modes pour le projet logiciel. Vous avez le mode organique, le mode semi-détaché et le mode intégré. Donc, je vais expliquer chacun de ces modes-là. Vous devez bien comprendre ces modes de projet. Pourquoi? Parce que vous devez, à partir de la description d'un projet logiciel, déduire quel est le mode. Et une fois que vous déduisez le mode, vous allez pouvoir, avec la taille, faire l'estimation avec le COCOMO de base. D'accord? Est-ce que vous suivez jusque-là? Ça va jusque-là? Vous suivez? C'est clair? Je peux continuer? Donc, pour les projets en mode organique, donc pour un projet en mode organique, ce sont des projets avec des équipes relativement petites. Suivez bien parce que ce que je suis en train d'expliquer, au fait, c'est des caractéristiques qui caractérisent des projets en mode organique. Quand vous êtes sur un projet en mode organique, vous allez trouver toujours des équipes relativement petites. Et ces équipes-là travaillent dans un environnement familier. Ok, donc l'environnement de travail, ils sont familiers avec. Et ils travaillent généralement sur des applications bien comprises, c'est-à-dire une application qu'ils maîtrisent parfaitement. Donc, en conséquence de tout cela, le surcoût dû à la communication est très faible dans ce genre de projet. Parce que les choses sont claires, les gens sont familiers avec la nature du projet, avec l'environnement de travail, les équipes sont petites. Donc, en fait, il n'y a pratiquement pas de surcoût lié à la communication. Et les membres de l'équipe savent très très bien ce qu'ils font et donc ils s'acquittent rapidement de leurs tâches. Parce que, on a dit, les équipes sont réduites, ils travaillent dans des environnements qui leur sont familiers, ils maîtrisent très très bien le type d'application à réaliser, donc ils savent ce qu'il faut faire, chacun connaît sa tâche et ils s'acquittent rapidement
de leurs tâches. Donc ça, c'est ce qui caractérise un projet en mode organique. Oui, je vous écoute. Décali, oui. Vous voulez dire quelque chose? Décali, vous avez levé la main, vous voulez dire quelque chose? Bon, je continue. Ça, c'est les projets, c'est ce qui caractérise un projet en mode organique. Donc, quand vous voyez ce genre de choses sur un projet, ce genre de caractéristiques, vous allez déduire tout de suite que vous êtes sur un projet en mode organique. Les projets maintenant, un projet en mode semi-détaché. Un projet en mode semi-détaché, en fait, il s'agit ici d'un mode intermédiaire entre le mode organique et le mode embarqué. D'accord? Donc ici, on va aller sur des projets, on va dire, intermédiaires entre le mode qu'on vient d'expliquer, le mode organique, et le mode embarqué que je vous expliquerai tout à l'heure. Donc ici, vous avez une équipe composée à la fois de personnes expérimentées et de débutants. Ça, c'est ce qui caractérise une équipe sur un projet semi-détaché. C'est que vous avez des gens vraiment expérimentés et vous avez des novices, des débutants au sein de l'équipe. Et vous avez aussi les membres de cette équipe, généralement, ils ont une expérience limitée sur ce genre de système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas familiers avec certains aspects du système qu'ils développent. Dans le mode organique, on a dit qu'ils développent, qu'ils maîtrisent parfaitement l'environnement de développement, l'application à réaliser. Mais en mode semi-détaché, certains aspects ne sont pas maîtrisés. Ça veut dire que c'est peut-être de la nouveauté, c'est peut-être de la technologie de pointe, mais il y a certains aspects dans le projet qui ne sont pas parfaitement maîtrisés par l'équipe. Donc, ils ne sont pas familiers avec certains aspects du système qu'ils développent. C'est ce qui caractérise généralement des projets en mode semi-détaché. Les projets en mode intégré ou en mode embarqué, donc projet, je vais mettre intégré, ou ça s'appelle aussi embarqué. Ça concerne ici, donc le mode embarqué ou intégré, ça concerne le développement de logiciels qui sont étroitement liés à des systèmes matériels et logiciels complexes. Donc, vous avez un tel logiciel, par exemple, qui va fonctionner sous des contraintes particulièrement fortes. Il dépend donc d'un matériel particulier ou il va être intégré sur des logiciels déjà existants qui sont complexes. Okay? Sur ce genre de projet, généralement, il est pratiquement impossible de modifier les besoins pour contourner un problème logiciel. Parce que généralement, quand vous développez, vous rencontrez un problème, vous discutez avec votre client, vous essayez de contourner ce problème. Ça veut dire quoi contourner un problème? C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir le résoudre, vous allez essayer de le contourner, de modifier pratiquement, modifier légèrement les besoins pour contourner ce problème. OK? C'est ce qu'on fait généralement quand on rencontre des problèmes sur les projets. Mais sur ce genre de projet, dans les projets intégrés ou embarqués, on ne peut pratiquement pas modifier les besoins du client. Et du coup, on ne peut pas contourner un problème donné. Si on est confronté à un problème, on est obligé de le résoudre pour satisfaire aux besoins tels qu'ils ont été définis. Donc, on ne peut pas du tout modifier des besoins et donc contourner des problèmes sur ce genre de projet. Et vous allez trouver aussi les coûts de validation sur des logiciels sur ce genre de projet qui sont très, très élevés. Ça, c'est une caractéristique des projets intégrés ou embarqués où le coût de validation est très, très élevé. Et sur ce genre de projet aussi, il est rare que les membres de l'équipe
et une grande expérience sur l'application qu'ils développent. Pourquoi? Parce que c'est généralement des projets de complexité, de grande complexité et de nature très variée. Donc, il est rare de trouver des membres qui aient une grande expérience sur l'application qu'ils développent. Donc ça, c'est un petit peu les principales idées ou les principales caractéristiques qui caractérisent des projets en mode intégré, semi-détaché et organique. Donc à partir de ces caractéristiques-là, quand vous avez un projet devant vous, vous pouvez déduire est-ce que c'est un projet semi-détaché, est-ce que c'est un projet organique, est-ce que c'est un projet intégré. Quand vous aurez cette information-là, donc le mode du projet, avec la taille que vous pouvez estimer, vous allez pouvoir appliquer le COCOMO simplifié ou le COCOMO de base pour calculer le coût lié à l'effort dans votre projet. Maintenant, on passe à la chose la plus intéressante, c'est les formules de calcul. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, jusque-là? Est-ce que je peux passer aux formules de calcul? C'est clair? Ou il y a des questions? C'est clair. Très bien, ok. Donc, on passe à la chose la plus intéressante, c'est les formules de calcul. Ok. Alors, j'avais mis là quelques formules, voilà. Donc, la formule effort, donc le coût lié à l'effort, donc il est noté E. Est-ce que vous voyez l'affichage est clair? Ok, donc l'effort que je représente avec un E majuscule, il vaut A multiplié par la taille élevée à la puissance B. Donc, je vais expliquer ce que c'est que chaque élément. D'abord, donc, l'unité d'estimation de l'effort. Donc ici, c'est homme-mois. Je reviendrai sur l'unité en mois. OK? Le A, donc on va le prendre dans ce tableau. Regardez ici, dans ce tableau, j'ai mis les projets en mode organique, semi-détaché et intégré. Donc le A, si vous êtes sur un projet organique, vous prenez la valeur 2.4, 2,4. Si vous êtes sur un projet semi-détaché, vous prendrez la valeur 3. Et si vous êtes sur un projet intégré, vous prenez la valeur 3,6. C'est pour ça, la nature du projet, elle est importante. C'est par rapport à la nature du projet que vous allez prendre la valeur des coefficients A, B et C. Donc, pour le moment, voici le A. Vous multipliez la taille qui est élevée à la puissance B. La valeur de la puissance B aussi, vous allez la prendre dans ce tableau. Si vous êtes sur un projet organique, c'est 1,05. Un projet semi-détaché, c'est 1,12. Et un projet embarqué, c'est 1,2. Et l'unité de la taille, c'est KISL. K pour dire kilo, et kilo, c'est 1000. ISL, c'est-à-dire la taille, elle est en milliers d'ISL. ISL, c'est ligne de code source. Attention, je suis en train de dire ligne de code source, je ne suis pas en train de dire instruction. Donc, si vous avez plusieurs instructions écrites sur une même ligne, vous comptez une ligne. OK? Une ligne, ça vaut une ISL. Et si vous avez une seule instruction qui est écrite sur X lignes, vous allez compter X ISL. D'accord? C'est clair? Donc ici, on est en train de compter le nombre de lignes de code source et non pas le nombre d'instructions. Donc si vous avez plusieurs instructions sur une seule ligne, vous allez compter une ISL. Si vous avez une instruction sur X lignes, vous allez compter X ISL. Et bien sûr, on ne tient pas compte des commentaires. OK? Donc, ISL, ça représente ligne de code source. C'est clair, s'il vous plaît?
Et donc, l'unité de la taille, c'est kilo ISL, donc c'est milliers d'ISL. Donc, faites attention, si on vous donne une taille en ISL, il faudrait la prendre en kilos. OK? Oui, 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 c'est des valeurs fixes. C'est des valeurs fixes. Méthode Bohème. La méthode Bohème, c'est lui qui a inventé, c'est lui qui a fait la méthode en se basant sur un historique de projet pour déduire ces valeurs. OK? Donc, quand vous appliquez cette formule, donc le A, vous allez le prendre, le A et le B, vous allez les prendre dans le tableau par rapport à la nature de votre projet. Et la taille, il faudrait la prendre en kilo ISL. Et donc, vous allez aboutir à l'effort E en homme-mois. Donc, je réexpliquerai en mois. Je continue juste avec les autres formules. Le temps de développement maintenant, il s'appelle TDEV, T majuscule DEV. TDEV, le temps de développement, c'est 2,5 multiplié par l'effort que vous allez trouver. Cet effort-là, il est élevé à la puissance C. Et la puissance C, la valeur du C, elle est toujours indiquée dans le tableau. Donc, si vous êtes sur un projet organique, c'est 0,38. Un projet semi-détaché, c'est 0,35. Et un projet embarqué, c'est 0,32. D'accord? Donc, suivant la nature du projet, vous allez prendre la valeur du C. Vous allez élever l'effort qui est en homme-mois à cette puissance-là et multiplier par 2,5. Et vous avez aussi la formule de la productivité. La formule de la productivité, c'est la taille divisée par l'effort. Mais attention ici, la taille, elle est en ISL, elle n'est pas en KISL. D'accord? Donc, pour avoir une indication de la productivité, c'est prenez la taille en ISL, vous la divisez par l'effort en mois. Vous allez trouver la productivité en ISL par en mois. Maintenant, pour la valeur homme-mois, est-ce que c'est clair déjà pour les formules de calcul et le tableau de valeur? C'est clair, je peux poursuivre? Ok. Pour, pour l'unité, donc le calcul d'effort, on a dit l'unité c'est en mois généralement, donc n en mois, HM, ça donne une estimation où ça représente à peu près 152 heures de travail. Ok. Maintenant, un homme-mois, ce n'est pas, ça représente, hein, c'est juste une représentation, une estimation qui est à peu près de 152 heures de travail. Donc, un homme-mois, ça représente le travail d'un homme par mois. Mais la durée, si je veux vraiment avoir la durée, elle dépend du nombre de personnes. Je vous donne un exemple très clair. Si je vous dis, par exemple, 60 en mois, ça correspond à quoi par rapport au nombre de personnes? Je vais mettre correspond. Si j'ai une personne, elle va travailler pendant combien de temps? Si j'ai la valeur de 60 hommes-mois,
OK? Et que j'ai la vraie durée, on a dit ça dépend des personnes. 60 en mois, si j'ai une personne, ça correspond à... Non, oubliez les 152 heures. Non, oubliez les... C'est pas par rapport aux heures de travail. Ça, je vous ai dit l'estimation. C'est une estimation. On a dit que quand on voit un en mois, on voit que ça correspond à... Ça représente à peu près 152 heures de travail. Moi, je veux voir ici la durée. Une durée. Si je vous dis un en mois ou une personne, je prends l'exemple plus simple. Là, les 60. Exactement. Travaille pendant un mois. Ça, c'est 60 en mois. Donc, si je dis 60 en mois, c'est que j'ai 60 personnes qui travaillent pendant un mois. D'accord? Donc, la durée, ça va dépendre du nombre de personnes. Si j'ai 10 personnes maintenant, 10 personnes, elles vont travailler pendant combien de temps? Les autres étudiants, s'il vous plaît, est-ce que vous suivez? Oui, 6 mois. Donc, si j'ai 10 personnes, elles vont travailler pendant 6 mois. OK? Maintenant, si j'ai 5 personnes, 5 personnes, exactement, donc 12 mois, parce qu'elles vont travailler pendant un an. Et maintenant, si j'ai une personne, exactement, donc cette personne-là, elle va travailler pendant 5 ans. D'accord? D'accord? Donc, on a un effort qu'on essaye de traduire en durée. Pour faire cette traduction, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre du nombre de personnes. OK? Donc, si je change le nombre de personnes, la durée, elle va changer. Mais l'effort, c'est toujours le même, c'est toujours 60 en mois. Donc, je n'ai rien changé. C'est toujours 60 en mois. Mais si je change le nombre de personnes, la durée va changer. Est-ce que vous avez compris cette notion? Le temps du développement, on a dit on élève à la puissance C et on multiplie par 2,5. Vous avez aussi la productivité, donc je vous ai dit, faites attention, la productivité, vous prenez la taille en ISL et non pas en kilo ISL. Et vous avez, il y a aussi une formule, une dernière formule, c'est une formule qui donne une indication sur le nombre de personnes requises sur un projet. Donc, ils appellent ça N. Et on dit que le N, c'est l'effort divisé par TDEV. Mais cette formule-là, elle n'est pas cette manière de calculer le nombre de personnes n'est pas toujours vraie. Pourquoi? Parce que le nombre de personnes sur un projet n'est pas uniforme pendant tout le temps de développement. Je vous ai déjà expliqué ça dans une séance précédente. Je vous ai dit que on n'a pas le même nombre de personnes tout au long du projet. Par exemple, je peux commencer un projet avec 50 personnes, puis réduire, travailler juste avec 35, et vers la fin du projet, je rajoute du personnel et je continue, je termine mon projet, je clôture avec 60 personnes. D'accord? Donc, le nombre de personnes, il n'est pas uniforme du début à la fin. Donc, cette formule-là, elle ne va pas donner le nombre de personnes à tout instant dans le projet, mais ça donne une moyenne qui permettra d'avoir une estimation sur le nombre de personnes qui vont travailler sur le projet. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît?
Donc, je vais vous donner un petit exemple. Vous allez faire les calculs pour moi et vous allez me dire. Donc, si je vous donne un projet organique, vous avez un projet organique avec de taille en 2007. Quel est l'effort sur ce projet-là? Quelle est l'estimation de l'effort en un mois? Alors, l'effort, ça vaut combien? Comment déjà? Comment on va calculer l'effort? C'est le A du projet organique Oui, fois la taille en kilo ISL, donc c'est 32, oui, puissance B d'un projet organique. très bien. Donc, le A, c'est combien pour un projet organique? Je sais pas. 3. Je n'ai pas entendu. Vous pouvez répéter la valeur du A pour le projet organique? 3. Donc, c'est 2,4 fois 32 élevé à quelle puissance? Donc, puissance B. Le B pour un projet organique, c'est combien? Je n'ai pas entendu. Oui? Oui, vous pouvez répondre. Mokretar, oui, vous avez levé la main. Vous voulez dire quelque chose? Ou vous avez levé la main par erreur? Le B, c'est 1,05. Très bien, donc c'est 1,05. Donc, en faisant le calcul, ça vous donne combien? Donc, 32 puissance 1,05 multiplié par 2,4, ça donne 91 en moins. OK? Le temps de développement maintenant. Le temps de développement, comment on va calculer le temps de développement? Non, quelle est la formule du nom de développement? Du temps de développement? C'est pas 2,5 fois Oui, l'effort puissance C normalement. exactement. Donc, 2,5 multiplié par 91 élevé à la puissance C. La puissance C pour la valeur du C pour un projet organique, c'est combien? Alors, le C pour un projet organique. 0 et quelques normalement, madame. Je me rappelle Oui, pas. et quel? C'est combien? Il faut être précis. 0,38. C'est 0,38. 0,38, très bien. Donc, vous allez avoir 91 puissance 0,38 multiplié par 2,5. Donc, ça vous donnera aux alentours de 14 mois. OK? La taille moyenne de l'équipe, donc la formule que je vous ai donnée pour le N, on a dit ça va donner juste une indication moyenne, donc ça va être l'effort divisé par le temps de développement. Donc, ça sera
91 par 14, ça vous donnera à peu près 6,5. 6,5, ça veut dire on peut voir entre 6 et 7 personnes, c'est la moyenne du nombre de personnes sur le projet. Donc, au début, vous pouvez avoir 7, 8, 9 personnes. Et sur une période donnée, vous pouvez avoir 5, 4 personnes. D'accord? Mais en moyenne, c'est 6,5, ça veut dire entre 6 et 7 personnes sur le projet. Et la productivité, comment on va calculer la productivité? La taille sur E. Quelle taille? Ah, la taille 32 000 ISL. On est à Exactement, 30 la 000 taille ISL. en ISL. Donc, vous allez mettre 32 000 cette fois-ci et non pas 32. Donc, 32 000 divisé par 91, ça vous donnera dans les 352 ISL par an. D'accord? C'est clair? Bon, on va être coupé dans à peu près 4 minutes. Donc, je coupe et on se reconnecte pour continuer, pour ne pas être coupé au milieu.
Recording in progress. Ok, rebonjour. Donc, on va toujours poursuivre sur le modèle COCOMO. Et on a dit, donc, pour le modèle COCOMO, il y avait le modèle simplifié, qu'on appelait le modèle de base, le modèle intermédiaire et le modèle campion. Ok. Le modèle simplifié, pourquoi on l'appelle le modèle de base? Parce qu'il est utilisé dans les autres modèles. Ok. Maintenant, on va essayer de voir le modèle intermédiaire. Donc, on a vu le modèle de base. Le modèle de base, c'est des formules de calcul qui se basent sur deux informations, la taille du projet en ISL ou en kilo ISL et le mode du projet organique, semi-détaché ou intégré. Si vous avez ces deux informations, il suffit d'appliquer les formules de calcul pour trouver l'effort, le temps de développement, la taille moyenne de l'équipe, la productivité. Ok. Maintenant, il y a eu le COCOMO intermédiaire pour pallier aux inconvénients du COCOMO de base. Ok, donc le mode COCOMO intermédiaire, je mets directement COCOMO. Donc le but du COCOMO intermédiaire, on a dit, c'est de pallier à la lacune du COCOMO de base. Donc si vous avez remarqué dans le COCOMO simplifié, le point de départ, c'était l'estimation du projet, mais donc on prend juste la taille, la nature du projet, on fait l'estimation. Maintenant, je vous pose une question. À votre avis, si je prends deux projets, par exemple, deux projets organiques, donc ils sont le même mode de projet organique, et je prends, dans ces deux projets, je choisis deux projets avec la même taille. Donc, ça va me donner la même estimation d'effort. OK? Est-ce que vous penserez que l'effort sur ces deux projets sera exactement le même ou pas? En réalité, pas en estimation. Parce qu'en estimation, c'est sûr qu'on va trouver la même valeur parce que les formules vont nous donner la même valeur. Ils prennent le mode pour prendre les coefficients A, B et C et la taille qui est identique. Donc, on obtiendra la même valeur. Mais dans la réalité, est-ce que ça sera exactement le même effort ou est-ce qu'il y aura des différences à votre avis? Alors, qu'en pensez-vous? Exactement. Donc, il y a déjà un facteur humain qui va influencer. Mais est-ce que c'est seulement le facteur humain? Donc déjà là, on a un facteur qui va influencer. Donc l'effort ne sera pas le même. Mais est-ce que le facteur humain est le seul facteur qui va influencer l'effort? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Toi aussi, qu'est-ce qui peut influencer sur, pas seulement la durée? On parle d'effort. Pour le moment, on parle d'estimation d'effort. Donc, indépendamment de la durée, on regarde juste la valeur, l'estimation de l'effort pour faire l'estimation du coût du projet. Qu'est-ce qui peut aussi influencer l'effort? Un code complexe, quand les lignes de code. Oui. Donc, le code de source lui-même, oui. Donc, Oui. donc c'est des caractéristiques là qui sont liées au produit lui-même, donc au logiciel que vous êtes en train de produire. Très bien. Donc, votre collègue a parlé du facteur humain. Donc, c'est des caractéristiques liées au personnel. Qu'est-ce que vous voyez aussi comme éléments qui peuvent influencer l'effort de votre projet? Le matériel, Oui, le matériel aussi.
Donc, en fait, déjà, on voit la lacune du COCOMO de base ou le COCOMO simplifié. Donc, toutes ces choses-là, elles ne sont pas prises en considération dans le COCOMO simplifié. On va faire une estimation d'effort avec le COCOMO simplifié qui ne correspond pas vraiment à la réalité parce qu'il y a beaucoup de choses dans la réalité qui vont influencer l'effort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont soit augmenter, soit diminuer l'effort, donc soit compliquer, soit simplifier le travail. Et ces facteurs-là ne sont pas pris en considération donc dans le COCOMO de base. C'est pour ça qu'on a créé le COCOMO intermédiaire. Donc le but du COCOMO intermédiaire, c'est de prendre en considération les caractéristiques, voir comment ces caractéristiques vont influencer sur le projet, des caractéristiques ou des facteurs, ok? Et puis introduire ces caractéristiques en termes de valeur sur les formules de calcul ou sur le calcul qu'on a obtenu avec le COCOMO de base. C'est pour ça que je vous ai fait un tirage d'une table de valeur. La table de valeur qu'on vous a donnée en TP, vous l'avez? Cette table. Est-ce que vous avez cette table? En fait, cette table, vous allez en avoir besoin en examen parce que c'est sûr que vous n'allez pas apprendre toutes ces valeurs par cœur. Donc, vous allez en avoir besoin parce qu'en cas où vous aurez un exercice de COCOMO, vous allez devoir vous baser sur cette table pour faire vos calculs. Et c'est sûr que sans la table, je suis certaine que vous ne pouvez pas apprendre les valeurs. D'ailleurs, il n'est pas demandé d'apprendre les valeurs, mais de savoir comment les utiliser pour l'estimation. Donc, ces valeurs-là, elles correspondent à des attributs ou des caractéristiques. Donc, je vais vous lire la table. Si elle n'est pas claire chez vous, vous allez pouvoir la rectifier ou clarifier des choses. Donc, ici, vous avez des attributs. Cette première colonne, elle représente des attributs. Ces attributs, ce sont les éléments qui vont influencer sur l'effort. Ces éléments, comment ils vont influencer sur l'effort? À travers des multiplicateurs. Donc, je vais faire une estimation d'effort avec le COCOMO de base. Ensuite, je vais multiplier cette valeur par une série de multiplicateurs qui correspondent aux caractéristiques qui vont influencer l'effort. Et si je multiplie l'effort de base par une valeur inférieure à 1, qu'est-ce qui va se passer à cet effort? Donc, si vous regardez dans la table, vous avez la valeur 1 ici, puis vous avez des valeurs inférieures à 1 et des valeurs supérieures à 1. Si je prends un effort avec le COCOMO de base, je le multiplie par 1. Qu'est-ce qui va se passer pour cet effort? Il ne va pas changer. Il reste inchangé. Donc, le 1 correspond au M. Vous voyez ici la lettre M? La lettre M pour dire moyen. L'influence de la caractéristique, elle est moyenne. Donc, M, vous avez un multiplicateur 1. Donc, si vous multipliez votre effort par 1, il restera inchangé. Après, vous avez B et TB. TB, c'est très bas. Et là, c'est bas. Puis, vous avez E, c'est élevé. TE, c'est très élevé. Et TTE, c'est très, très élevé. Vous avez aussi des valeurs. On regarde, il y a plusieurs valeurs. Vous avez des valeurs inférieures à 1. Si je multiplie l'effort par une valeur inférieure à 1, qu'est-ce qui va se passer? Il va diminuer. L'effort va diminuer. Donc, la caractéristique ici, qui correspond à cette valeur-là, comme si c'est quelque chose qui va me simplifier le travail. Et ainsi, je vais avoir un effort qui est diminué. À l'inverse, si je prends une valeur supérieure à 1, qu'est-ce qui va se passer à l'effort? Si je multiplie l'effort par un multiplicateur supérieur à 1, qu'est-ce qui va se passer? Il va augmenter. L'effort va augmenter. Donc, exactement, c'est comme si le travail sera compliqué, sera plus difficile, donc l'effort est plus fort, j'allais dire, et supérieur. D'accord? Maintenant, le but, c'est de vous expliquer les différentes caractéristiques et comment elles vont prendre des valeurs, comment vous allez choisir les valeurs dans la table. Donc, c'est ça le but du COCOMO intermédiaire. Donc, c'est exactement, on va faire les calculs avec le COCOMO de base et on va multiplier par les caractéristiques. D'abord, les caractéristiques, vous avez vu sur la table, il y en a plusieurs, mais on va les classer
en quatre catégories ou quatre classes. Donc, je vais vous noter. Classe ou catégorie. Les caractéristiques, on les appelle aussi les facteurs d'influence. D'abord, vous avez les caractéristiques du produit. OK. Vous avez les caractéristiques de l'ordinateur. Vous avez les caractéristiques du personnel. Et enfin, vous avez les caractéristiques du projet. Et donc, toutes ces caractéristiques vont avoir des valeurs bas, haut et normal. Valeur basse, haute et normale. Donc, d'abord, je vais vous décrire les caractéristiques du produit. Et en même temps, je vais expliquer, d'accord? Je vais définir et expliquer en même temps. Les caractéristiques du produit, c'est votre produit qui est le logiciel. Il y a des choses qui vont le caractériser, qui feront en sorte que le travail sera plus ou moins difficile avec ces caractéristiques. Je prends par exemple la fiabilité. Si je vous demande de me réaliser un logiciel avec une fiabilité qui est très haute, ça veut dire qu'il faut faire très attention à la fiabilité. Il faudrait que ça sera une fiabilité très élevée. Comment sera l'effort dans ce cas? Élevé. Il sera plus élevé parce que vous allez faire plus d'efforts sur votre travail pour assurer une fiabilité très haute pour votre logiciel. À l'inverse, si je vous demande de me réaliser le même logiciel, mais sans faire attention à la fiabilité, ça veut dire que la fiabilité n'est pas une caractéristique à prendre en considération pour votre logiciel. Comment sera votre effort? On fera moins d'efforts. Oui, parce que vous allez travailler moins sur la partie fiabilité de votre logiciel. Donc, l'effort sera diminué. Donc, on va conclure que pour une fiabilité très élevée, on va utiliser un multiplicateur supérieur à 1 pour l'effort. Et pour une fiabilité très basse, on va utiliser un multiplicateur inférieur à 1. Donc, si vous prenez votre table de caractéristiques, la première ligne, c'est fiabilité requise. Est-ce que vous voyez sur la table? Vous suivez? Vous avez la table ou bien j'affiche? Non, on n'a pas la table. Bon, je vais afficher. Alors, où est la table? Voilà.
OK. Donc, regardez la première ligne. Vous voyez ici la première ligne? Fiabilité requise. Et l'abréviation, c'est FIAB. Vous voyez l'abréviation, elle est écrite en vertical. Est-ce que vous suivez, s'il vous plaît? Vous suivez ou pas? Oui, oui. Donc, la valeur moyenne de la fiabilité, M, elle est à 1. C'est-à-dire, si on vous parle d'une fiabilité moyenne, ça ne va pas influencer. Maintenant, une fiabilité élevée ou très élevée, vous avez les multiplicateurs pour élevé, c'est 1,15 et très élevé, c'est plus encore, c'est 1,40. Donc, si vous allez multiplier votre effort par cette fiabilité-là, ça va davantage l'augmenter. Une fiabilité basse, c'est 0,88, donc ça va diminuer l'effort. Et très basse, c'est 0,75, donc ça va diminuer davantage l'effort. OK? La deuxième caractéristique, c'est taille de la base de données. La troisième, c'est complexité du produit. Est-ce que vous suivez? Oui. Augmente. Donc là, c'est pour les caractéristiques du produit. OK, donc je vais vous noter les caractéristiques du produit et il y a à côté l'abréviation DO2N pour la taille de la base de données et CPLX pour la complexité du produit. Faites attention à l'abréviation parce que moi, quand je donne dans l'exercice, j'utilise directement les abréviations. Je n'écris pas complexité du produit ou fiabilité requise. J'utilise directement les abréviations. Donc, vous avez ici les abréviations. Alors, donc premièrement, pour les caractéristiques du produit, on a dit. Donc, on a dit fiabilité. Pour la fiabilité. Donc, lorsque vous avez une fiabilité très faible, ça signifie qu'une panne aura peu de conséquences sur votre logiciel. Donc, si on vous décrit un logiciel et on vous dit qu'une panne sur ce logiciel-là aura peu de conséquences. Je vous donne un exemple. Vous avez, par exemple, un dictionnaire installé sur votre ordinateur. Donc, si vous utilisez, par exemple, un dictionnaire anglais-français, quand vous voulez traduire certains termes, vous utilisez ce dictionnaire. À un moment donné, le dictionnaire que vous avez a bugué. L'application, votre logiciel dictionnaire a bugué, il a planté. Qu'est-ce qui va se passer sur... qu'est-ce que vous allez faire comme réaction? Ou quelles sont les conséquences? Vous allez réagir comment à une telle situation? Redémarrer l'application. Tout simplement. Vous allez redémarrer. Puis, si ça ne redémarre pas, là aussi, ça ne pose pas de problème. Vous allez pouvoir vous connecter sur le net, utiliser un dictionnaire en ligne. Donc ici, on voit que la panne de ce logiciel-là, qui est le dictionnaire, elle a peu de conséquences. Ça va vous ennuyer sur le champ parce que vous cherchez un mot
et votre dictionnaire a bugué, mais soit vous allez redémarrer l'application, soit vous allez directement aller sur le net et utiliser un dictionnaire en ligne, soit au pire des cas, vous allez redémarrer votre machine. Donc, il y a des conséquences, mais il y a peu de conséquences sur votre travail si votre logiciel tombe en panne. Maintenant, si vous avez un logiciel qui gère une station nucléaire et que ce logiciel-là est tombé en panne pendant un moment donné, supposons que le logiciel il est connecté à des capteurs qui détectent entre autres la température. Vous avez la température de votre réacteur qui augmente, et votre logiciel il est en panne, donc il ne détecte pas l'augmentation de la température. Dépassant un certain seuil, vous aurez une explosion nucléaire, tout simplement parce que votre logiciel était en panne, il n'a pas pu détecter ou lire les températures de votre réacteur. Donc, elle est comment la panne dans ce cas, la conséquence de la panne? Là, vous avez carrément une conséquence de la panne qui est vitale. Et du coup, l'influence de la caractéristique fiabilité sur le développement de votre projet, elle diffère d'un cas à un autre. D'accord? Donc, pour répéter, pour la fiabilité, on a dit que lorsqu'on a peu de conséquences, on dit que la fiabilité est très faible. Une fiabilité normale, ça veut dire que la panne, elle provoque des pertes, mais qui sont récupérables. OK? Et une fiabilité très haute, c'est lorsque la conséquence de la panne est vitale. Est-ce que je vous pose une question? Est-ce que vous arrivez à suivre ou bien j'arrête le cours? Si vous voyez que ça va, vous suivez ou j'arrête? Est-ce qu'on laisse pour la prochaine fois? Est-ce que vous arrivez à suivre? Parce que même pour moi, c'est difficile de... Oui, ça serait mieux de laisser pour la prochaine fois, madame. Oui, madame. Très bien, ok. On est Donc, mais s'il vous plaît, il faudrait que vous ayez la table sur vous parce que je vais expliquer directement sur la table. Vous devez pouvoir l'utiliser par la suite dans les exercices. La prochaine fois, on abordera le test de TP. Donc, le projet de TP, je préfère, pour que vous ayez le temps de le travailler, d'accord? Et la séance d'après, on poursuit le cours. Et pour l'interrogation, madame, Pardon? il n'aura pas une interrogation. Ce n'est pas une interrogation, c'est un projet à travailler. Donc, je préfère vous le donner directement le cours prochain. D'accord. Comme ça, vous aurez le temps de le travailler et on poursuivra le COCOMO intermédiaire dans le cours suivant. D'accord? On n'aura pas une interrogation de TD. Pardon. D'accord? Donc, il faudrait avoir la table sur vous, s'il vous plaît. Et donc, à la prochaine fois. Oui. Vous n'avez pas de TD. Non, il y aura l'examen. Très bien, je vous remercie. Bonne soirée, madame. Merci. Également, au revoir.